proverbe chinois. Celui qui sait qu'il ne sait pas, éduque-le. Celui qui sait qu'il sait, écoute-le. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis-le. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Oh my gosh. Radio X. Vendredi 18 septembre 2020. Merci d'être bien branché sur Choix 98.1 Radio X à Québec. Christian Page, bonsoir. Bonsoir, M. Marceau. Seule émission de radio qui respecte véritablement une distanciation sociale de plus de 250 km. Radio X-Files. Absolument, oui. Est-ce qu'un jour je vais te voir en studio? Oui, sûrement. Un jour, peut-être. Qui sait? Hein? Ouais. Ben, en fait, tu vas me voir, Yannick, quand je vais reprendre les conférences à Québec. Oui. Hein, donc, ça devrait possiblement se faire soit au cours de cet automne, mais probablement davantage en début d'année. Et à ce moment-là, bien sûr, j'aime toujours passer en studio. Donc, on pourra animer ensemble le vendredi et je pourrai faire ma conférence le lendemain, le samedi. Oh. Donc, ça sera peut-être une occasion extraordinaire qu'on puisse se renouer face à face. Donc, t'as pas l'impression que ça va être d'ici le temps des fêtes. T'as plus l'impression que ça va être à partir de janvier, février, toi. Ouais, probablement, mais je n'exclus rien. Honnêtement, je n'exclus rien. Là, je sais que j'ai un ouvrage qui sort le mois prochain sur les ovnis. D'ailleurs, qui sont un peu notre... Ce soir, on fait très ovni, hein. Je veux dire, je te parle de mon livre dont la sortie est prévue pour le mois prochain sur les ovnis. J'écoutais notre introduction où on a un court extrait audio de de la surprise d'un des pilotes qui s'est retrouvé devant ces fameux ovnis de la US Navy. Et ce soir, justement, ce sera la thématique de notre émission. Donc, on fait dans le très, très ovni. Et comme je te le mentionnais, donc, j'ai le mois prochain un ouvrage qui sort sur les ovnis. Donc, il est possible qu'au cours du mois d'octobre ou novembre, j'organise quelque chose à Québec pour parler de cet ouvrage, le présenter au public et faire une conférence sur la thématique des ovnis. Ah, très bien. On aura l'occasion d'en reparler. Oh oui, absolument. OK, donc les ovnis de la US Navy. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, en fait, je dois t'avouer que je voulais pas faire ce sujet tout de suite. Je le gardais pour un peu plus tard dans la saison. Et je l'aurais probablement choisi de le faire au moment où mon livre sortait. Ça aurait été une bonne occasion. Mais chaque semaine, à un moment donné, les gens me posent des questions sur cette histoire d'OVNI qui fait couler beaucoup d'encre. Bon, vous pensez quoi de ces vidéos? Et là, je me suis dit, bon, je peux pas quand même toujours continuer à répondre à tous les gens qui m'écrivent pour avoir de l'information, où j'ai l'impression un peu de jouer le perroquet et de répondre toujours un peu la même chose. Puis en même temps, à travers ça, des fois, il faut que parce que j'ai une petite anecdote à te raconter. Là, des fois, les gens m'écrivent, si vous m'écrivez et que vous avez déjà la réponse, là, puis vous écrivez uniquement pour me faire rager, là, c'est pas utile. Cette semaine, j'ai eu une expérience. Écoute, il y avait un type qui m'a écrit, j'avoue que j'ai perdu patience, puis je suis même, à la fin, j'étais rendu presque grossier. T'sais. Le type m'écrit pour me dire, il a vu une espèce de documentaire sur Bob Lazar, on en a déjà parlé ensemble. Bob Lazar, c'est cet individu qui parle de la zone 51, qui aurait travaillé dans la zone 51. Et là, il me dit, j'ai vu un reportage où Bob Lazar aurait parlé d'une espèce de lecteur biométrique qui mesurait les longueurs des doigts, de la main, etc. Puis Lazar dit, c'est un système de reconnaissance biométrique qui est installé dans la zone 51. Et là, dans ce documentaire, je sais de quel documentaire il parle, c'est Bob Lazar, Area 51 and the Flying Saucer, quelque chose comme ça, un documentaire qui a été réalisé par un type qui s'appelle Jeremy Corbell. Et dans ce documentaire, donc, on revient sur cette histoire de lecteur biométrique, et là,
on présente ça, on dit au public qu'avant la révélation de Bob Lazar, jamais personne n'avait entendu parler de ces lecteurs biométriques. Et là, voilà durant le documentaire, ce fameux Jeremy Corbell sort une série de photographies et là dit à Bob Lazar, il dit « J'ai un ami qui a travaillé dans des systèmes de sécurité, dans des bases militaires, et il m'a donné, et là, c'est presque une révélation d'un secret d'État, là. Il dit, il m'a donné des photographies de systèmes d'identification qui avaient cours dans les années 80, donc à l'époque où tu prétends avoir travaillé sur la zone 51, et voici, et là, il lui montre ces photos-là, et ces photos-là montrent effectivement une espèce d'appareil, un lecteur biométrique, dans lequel on place notre main, et ça mesurait la longueur de nos doigts. Et là, ben, écoute, on pouvait ouvrir des portes avec ces systèmes-là. C'est un peu l'équivalent du lecteur aujourd'hui, soit les empreintes digitales ou le lecteur qu'on retrouve de plus en plus, qui sont les lecteurs optiques. Hein. Donc, tu regardes et ça reconnaît un espèce de design dans ton œil au niveau des veines. Et là, bon... Alors là, il présente ça, et là, mon Bob Lazar regarde ces photos-là, puis là, il est en pamoison, puis il dit « Ah, je le savais bien, hein, puis là, c'est comme une confirmation, tu voyais bien que ce que je te disais était la vérité, ce lecteur biométrique, il existait bien et bien. » Et là, Corbell de rajouter hein, « Avant Bob Lazar, personne n'avait jamais entendu parler de ces lecteurs-là, voilà donc la preuve que Bob Lazar nous a dit la vérité. » Hey! Ces lecteurs biométriques, on en voit un dans Rencontre du troisième type, tourné en 1977. Ça, c'est 13 ans avant les révélations de Bob Lazar. Ce lecteur biométrique a fait l'objet de toute une série d'articles au début des années 70, dont en 1973, dans un magazine très populaire auprès des amateurs d'électronique qui s'appelait Radio Electronics, il y avait un article de fond qui parlait de ce lecteur biométrique avec des photographies, et on expliquait que c'était la nouvelle révélation, en fait la nouvelle innovation technologique des lecteurs biométriques. Donc dorénavant, on n'aurait plus besoin de clés pour entrer dans des endroits, mais on utiliserait des lecteurs biométriques. Et là, on nous montrait ce lecteur biométrique qui portait le nom de l'Identimat 2000, où tu plaçais ta main, puis ça mesurait les longueurs de tes doigts. Il y en a, dans le sud des États-Unis, ils ont été très populaires au début des années 70. On en retrouvait dans des hôpitaux, dans des endroits à circulation restreinte et dans des banques. Donc, c'était très répandu, ces fameux Identimat 2000, je dirais aux alentours des années 1972-1973. Et là, écoute, on est quand même 17 ans avant les soi-disant révélations de Bob Lazar. Excuse-moi mon expression, Yannick, mais te faire entuber de cette manière-là, c'est gros, là. Tu sais, là, Jeremy Corbell puis Bob Lazar qui nous font leur numéro en essayant de faire croire aux gens que ces lecteurs biométriques, on n'en avait jamais entendu parler avant 1989-1990, à l'époque des révélations de Bob Lazar, alors que non seulement ces appareils-là étaient très répandus au début des années 70, mais on en voit même un dans la Rencontre du troisième type. Je rappelle, je nomme aux gens le moment, vous avez comme deux scientifiques qui marchent dans un corridor et on reçoit les signaux de la soucoupe là, hein, qui annoncent le contact et qui va donner l'endroit géographique où le contact va se produire. Et là, si vous êtes attentif, vous voyez les deux scientifiques qui approchent du laboratoire et là, vous le voyez, le fameux lecteur biométrique, le type met sa main dessus et là, la porte derrière lui s'ouvre et là, les deux hommes rentrent dans le laboratoire. Écoute, j'ai eu une conversation avec un type qui me dit « Ah, j'ai vu ça. » Alors moi, le cave, je me dis « Je suis bon garçon. » Fait que là, je lui ai dit, ben écoute, ça fait rire un peu d'entendre encore cette histoire-là. Bienvenue au pays des entubés, parce que cette histoire-là est une escroquerie par Corbell et Bob Lazar. Et là, je lui donne toutes les références. Hein. Écoute, je prends le temps de lui donner une photographie, un vidéogramme tiré du film Rencontre du troisième type, où on voit le fameux vidéo de le type qui met sa main sur le lecteur. Je lui envoie les articles publiés dans la presse au début des années 70 avec les photographies où on voit ce fameux lecteur biométrique. Mais le type, écoute, et ça me choque, c'est ce que j'appelle un pigeon. Le type, tu sais, c'est l'expression de quand l'expression de discuter avec un pigeon vient de l'imagerie. Imagine-toi, tu es à Central Park. À Central Park, il y a des tables à l'extérieur où les gens il y a des échiquiers sur la table et les gens peuvent aller s'installer là avec leurs pieds. Ça fait des rencontres conviviales entre des joueurs d'échecs. L'imagerie du pigeon, c'est toi tu es là et là il y a un pigeon qui se pose sur la table. Alors là toi tu te dis « Hey, j'ai un joueur » et là tu commences à placer tes pièces. Non, c'est pas un joueur. Le pigeon là, que tu joues
de manière extraordinaire que tu sois un virtuose des échecs. Il s'en fout, mais complètement. Quel que soit le mouvement que tu vas faire, le pigeon tombera pas en bas du banc. Lui, il est là pour chier sur ton jeu puis de renverser les pièces. C'est son seul objectif. Or, après avoir discuté avec ce bonhomme-là, puis écoute, j'ai autre chose à faire de mon temps, tu sais, mais par gentillesse, c'est un peu mon besoin pédagogique. Je dis, bon, ben, OK, parfait. Donc, j'envoie les photos, j'envoie ça, j'explique exactement l'historique de cet appareil, de ce lecteur biométrique. Je lui explique, en fait, que tout ça, en fait, est une grosse escroquerie. Puis là, je ne m'arrête qu'à ça, là. Je pourrais te prendre le documentaire de Jeremy Corbell. Écoute, il y a à peu près un mensonge toutes les 3 minutes, là. Puis on parle d'un documentaire d'1 heure et demie, là. Donc, sors ton livre parce que tu vas tu vas en avoir pour ton argent. Mais le type, il s'en fout complètement de ça. Lui, il est vendu à Bob Lazar. Fait que là, peu importe ce que je lui disais, là, ça n'avait aucun impact. Là, à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce qu'il te faudrait pour te rendre compte que tu t'es fait avoir? Écoute, que je te fasse rencontrer le maudit Steven Spielberg. Il va falloir que je te fasse rencontrer Steven Spielberg pour qu'il t'explique pourquoi il y a eu la mauvaise idée de mettre dans son maudit film Rencontre du troisième type ce fameux identimat, fasse rencontrer son accessoiriste, ou est-ce qu'il va falloir que je te fasse rencontrer l'éditeur en chef du magazine Radio Electronics de 1973? Écoute, crois-le ou non, et ça vaut la peine. Le type me répond, mais quoi? Le témoignage de Steven Spielberg ou de son accessoiriste ou le témoignage de l'éditeur en chef du Radio Electronics vaut pas plus que le témoignage de Bob Lazar. Assis-toi comme fou, là, Yannick, réfléchis à ça, tu tombes en bas de ta chaise. On parle de gens qui sont radicalisés, sont ancrés, ils ont l'impression de détenir la vérité. Et à partir du moment où tu remets le caca, leur propre caca devant leur visage, là, c'est sûr et certain qu'ils te considèrent comme étant leur pire ennemi. C'est là que je me dis, mais voyons, c'est comme... je te dis que tu t'es fait avoir, tu t'es fait escroquer. Je te montre le faux chèque de l'escroc, toute la mécanique de l'escroquerie, mais tu continues à défendre l'escroc. Écoute, il y a des choses sur cette planète qui m'échappent complètement, et comme on dit, il est grand le mystère de la foi. Là, je me dis, écoute, là, il n'y a rien que tu peux faire. Là. Tu sais, quand le gars, c'est quoi, là? C'est Steven Spielberg qui a mis cet appareil-là dans son film... a posteriori, après les révélations de Lazare. J'essaie d'imaginer comment tu peux en arriver à penser à un truc comme ça. Là. Comment tu peux continuer de défendre l'indéfendable. C'était mon anecdote de la semaine. Je te cacherai pas que s'il nous écoute ce soir, il doit être heureux parce qu'il m'a fait rager. Parce que j'ai perdu 1 heure de mon temps à répondre à ça, puis d'y donner des informations, toutes les références, des articles publiés, les photographies, tout ça. Et là, à la fin, évidemment, c'est à moi qui entubais les gens. C'est vous, M. Page, qui entubez les gens avec vos déclarations, puis ci, puis ça, puis vive Bob Lazar. Ben là, écoute, vive Bob Lazar. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme une aberration. Mais j'avoue que c'est des choses qui me troublent. Voir comment la stupidité humaine n'a pas de limite, tu sais. Là, je sais pas, je sais plus quoi dire. T'sais. Mais bon, bref, oublions ça. Ouais. Puis, écoute, mais ils sont pas tous comme ça, nos auditeurs, parce que je veux quand même faire une félicitation. Ah oui? Aujourd'hui, j'ai enregistré ce matin, en avant-midi, on a enregistré un épisode de l'émission à TVA, pour la nommer, Deux filles le matin, qui est animée par Marie-Claude Barrette, et le sujet était les conspirations et les conspirationnistes. Comment on devient conspirationniste et qu'est-ce qui motive ces gens-là à adhérer à des idées souvent un peu saugrenues. Et j'avais lancé sur ma page web, et je pense qu'on en avait parlé ensemble à la radio, je cherchais un ancien complotiste. Et c'est un auditeur de Radio X, Kevin, qui écoute, j'ai baigné pendant presque 10 ans dans les théories du complot. Et avant de réaliser finalement que je tirais peut-être un peu trop sur la sonnette. Et finalement, évidemment, c'est un peu comme les gens qui ont été membres dans des sectes. Quand on sort de la secte,
je dirais pas qu'il y a une honte, mais il y a une espèce une petite gêne à parler un peu de ces sujets-là. Et Kevin a accepté de le faire. Donc ce matin, il était à l'émission. On a fait l'enregistrement de l'émission ce matin qui sera diffusé mardi, donc mardi qui vient, le 22, je crois. Et Kevin était, je dois le dire, félicitations. S'il nous écoute ce soir, parce que c'est un habitué des Radio X-Files, d'abord, félicitations d'avoir accepté l'invitation que TVA lui avait faite, mais il a été aussi très bon et j'ai tout intérêt à écouter son témoignage parce que je pense qu'il y a une leçon à tirer de ça quand il dit à un moment donné, ma vie, c'était après que j'ai abandonné les théories du complot, ma vie s'est améliorée. Mais bien sûr, parce qu'à partir du moment où, comme tu l'as si bien mentionné, à partir du moment où tu as des idées qui sont complètement radicales, ben, tu viens que tu t'isoles de ton environnement et les autres deviennent tous un peu, s'ils ne sont pas de ton avis, deviennent un peu des rouages du complot. Donc, ça a été un témoignage particulièrement prenant, très intéressant. Donc, l'émission sera diffusée mardi, donc pour les gens qui nous écoutent ce soir puis voudraient jeter un coup d'œil là-dessus. Donc, encore une fois, un gros merci à Kevin s'il est à l'écoute ce soir pour son témoignage et sa participation à l'émission. Oui, puis tu me permets, cette semaine, j'ai eu à intervenir sur les réseaux sociaux. Il faut être alerte, ces temps-ci, il y a des gens qui vont vraiment pas bien. Il y a des gens qui embarquent dans plein de trucs, de théories du complot, comme quoi le gouvernement serait contre nous puis qui essaie de mettre des choses en place. Il y a ça, mais il y a aussi des gens qui sont minés avec le moral puis ça va pas super bien. J'ai vu un texte d'une femme qui mentionnait être suivie par des drones. Partout où elle passait, elle était suivie par des drones. Quand elle sortait de chez elle, il y a des agents du gouvernement qui rentraient chez elle pour mettre du poison dans son eau, empoisonner sa nourriture. J'ai vu ce message-là passer, Christian, et j'ai fait un appel à tous en disant, si vous connaissez cette femme-là, ben, ça serait important d'envoyer des gens chez eux pour qu'ils puissent l'aider, pas la laisser seule. Et finalement, la dame m'a répondu parce que je lui ai parlé en privé. Je dis, est-ce que vous êtes correct? Elle dit, j'aimerais ça que tout se termine parce que là, elle dit, les agents du gouvernement me suivent. J'ai dit, quel intérêt auraient les agents du gouvernement de vous suivre, vous? Là, elle a comme jammé. C'est comme si elle avait jamais pensé à ça. Et en discutant avec elle un petit peu, je me suis aperçu qu'elle allait vraiment pas bien. C'est pas encore un danger pour elle-même, mais bref, j'ai eu assez d'informations pour pouvoir envoyer la police chez elle avec l'ambulance, puis on parlait d'une dame qui était en psychose. Là. Ces temps-ci, il faut rester alerte un peu partout. Là. Tu sais, autant les gens qui sont adeptes des théories du complot, j'imagine que leur morale ne doit pas être à son meilleur. Là. Soyez alerte sur les réseaux sociaux, essayez de les aider le plus possible. Ouais. C'est vrai que le confinement et toute cette situation de COVID, les gens, les organisations, les associations qui travaillent dans les détresses psychologiques ont vu le nombre d'appels de gens en détresse psychologique justement exploser. Parce que, bon, les gens se retrouvent... Ce qui fait qu'on arrive un peu à désamorcer ces situations, c'est souvent nos contacts d'humain à humain, les contacts interpersonnels. Et là, soudainement, tu te retrouves chez toi et on pense davantage encore les gens qui vivent seuls à la maison. Ben, ces gens-là ils n'ont qu'eux comme compagnie, leur chien et leur chat. Là. Donc, à ce moment-là, il y a on s'enlise davantage dans des idées sombres, etc. Ouais. Ils ont beaucoup de temps pour penser. Oui, c'est ça. Et là, bien sûr, c'est un peu l'avantage lorsqu'on a créé des médias sociaux comme Facebook. La grande idée derrière ça, c'était de sortir les gens de leur isolement. Parce qu'il y a plein de gens qui, soit parce qu'ils sont à mobilité réduite, soit parce que des gens sont isolés, seuls, ils n'ont pas de famille, peu d'amis. Donc, les médias sociaux permettaient cette communication. Donc, on créait une espèce de grande famille. Et c'est vrai que, d'ailleurs, c'est pas pour rien, sur Internet, ce sont tes amis. T'sais. Moi, j'en ai quelque chose comme 10 000 amis. J'en connais peut-être 8 là-dedans, mais ce sont mes amis, des amis Facebook. Donc, il y a ce côté-là, un peu convivial, de se dire j'ai des amis, j'ai des gens qui me suivent sur les médias sociaux, mais malheureusement, ça ne remplace pas le contact humain. Et là, bien sûr, comme ces gens-là leur première référence, ce sont les médias sociaux, bien, ils se retrouvent sur les médias sociaux, et là, bien sûr, toutes les informations qui se véhiculent en théorie du complot,
ben, ces gens-là, malheureusement, vont tomber à l'intérieur de ces pièges et rapidement, ils vont se laisser endoctriner dans des idées un peu fantaisistes. Donc, il faut être vigilant. Oui. Puis, effectivement, s'il y a des gens autour de vous que vous voyez que ces gens-là vont pas bien, ben, je pense qu'il faut essayer d'intervenir le plus rapidement possible pour éviter l'irréparable. Parce que j'ai l'impression qu'il y en aura de plus en plus. Oui, exact. Ce soir, le sujet, c'est les ovnis de la US Navy. Ouais, donc c'est ce que je voulais te parler, c'est ça. Donc, notre sujet de ce soir, les vidéos de la US Navy, parce que les gens font toutes sortes de raccourcis, toutes sortes d'amalgames. Et c'est un sujet qui est très important, hein, parce que c'est vrai que cette information s'est répercutée à travers le monde. Donc d'abord la révélation de une espèce de commission d'enquête souterraine sur les ovnis qui aurait été mise en place à la fin des années 2000, qui aurait perduré entre 2007, 2008 et 2012 à peu près. Et ensuite ces déclarations, ces révélations, ces vidéos qui ont été publiées suite à la publication d'un article dans le New York Times, donc les vidéos ont rapidement été mises en ligne, et la reconnaissance également par la US Navy que ces images montraient bel et bien des phénomènes aériens non identifiés. Et il y a quelques semaines, on en a parlé, fin du mois d'août, la création à l'intérieur du Pentagone d'une unité spéciale qui va s'appeler le UAP Task Force, UAP pour Unidentified Aerial Phenomena, Task Force, donc une force d'intervention sur les phénomènes aériens non identifiés. Donc, tout ça est très important. Ça se fait dans les coulisses du gouvernement. C'est pas quelques amateurs d'ufologie dans des coins reculés qui décident de faire quelque chose. Ça se fait, comme on dit, entre guillemets, dans la cour des grands. Et là, bien sûr, les amateurs d'ovnis sont très enthousiastes. Ils ont raison parce que c'est quand même quelque chose qui est particulier, qu'il y a une répercussion lorsque l'on parle de questions des ovnis au sein du gouvernement américain, d'autant plus qu'eux avaient fermé la porte depuis la fin des années 60 à ce sujet-là. Mais on va revenir là-dessus. C'est un sujet qui est très important. Mais il y a une espèce de confusion aussi. Les gens confondent les vidéos, les déclarations qu'on entend, les récits. Donc, il y a plusieurs petits facteurs. Hein, ce sont plusieurs éléments qui ne sont pas tous les uns et les autres reliés, mais qui créent peut-être une fausse image de l'importance de ces vidéos-là, l'importance des témoignages, l'importance du rôle de la US Navy, puis peut-être aussi en même temps qui le diminue, mais on verra tout ça en deuxième partie d'émission. Je vais essayer de te faire un descriptif à la fois de la situation, la remettre dans le contexte, qu'est-ce que l'on sait de ces images-là, qu'est-ce qu'on voit sur les images. Donc tout ça en deuxième partie d'émission. Passons maintenant à l'actualité de la semaine, de la vie sur Vénus. Et tu me devances toujours, hein, parce que cette histoire-là de vie sur Vénus, j'ai vu que tu l'avais également mise, cette information, tu l'avais mise sur le site de Radio X. Ouais. Donc, effectivement, c'est une nouvelle qui a fait beaucoup jaser cette semaine pour les gens qui s'intéressent à la vie extraterrestre. Parce que c'est quelque chose d'inattendu. C'est un article qui a été publié dans la revue Nature Astronomy. C'est un magazine excessivement populaire auprès des astronomes. C'est un magazine, faut le dire. C'est un périodique scientifique, donc c'est du haut niveau. Hein. Et voilà que des scientifiques, en fait, ce sont des chercheurs à la fois du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, mais surtout des scientifiques de l'Université de Cardone en Angleterre, qui ont fait une espèce de méta-analyse de l'information que l'on a sur la planète Vénus. Il faut savoir que Vénus a été longtemps considérée comme la planète jumelle de la Terre. Donc, avant le développement moderne de l'astronomie ou de l'astrophysique, c'est vrai que c'est une planète qui, de par son aspect, elle ressemble un peu à la Terre. Elle a à peu près la même dimension que la Terre. Il faut savoir qu'elle est située à 105 milliards de kilomètres du Soleil, alors que la Terre est à peu près, grosso modo, à 150 milliards de kilomètres. Mais crois-moi, cette différence de 45 milliards de kilomètres, c'est une grosse différence. Donc, c'est une planète qui a à peu près la taille de la Terre, et vue au télescope, elle ressemble un peu, c'est une boule qui semble entourée de nuages, et on s'est mis à fantasmer un peu sur Vénus. Au-delà même de la mythologie, hein, les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. Donc, au-delà de ces grands concepts et de la mythologie, dans les années 50, par exemple, lorsque, aux États-Unis, le phénomène des ovnis a commencé à faire son apparition, il s'est développé en marge des observations d'ovnis
un mouvement qu'on a appelé le mouvement des contactés. Donc, les contactés étaient des gens qui disaient avoir des contacts physiques ou télépathiques avec des visiteurs de l'espace. Le plus connu ici au Québec, ça demeure bien sûr Raël, dont on a beaucoup parlé. Là. On en parle moins maintenant, mais je me rappelle, il y a 20 ans, Raël était très souvent sur la sellette, parce qu'il avait installé dans la région de Valcourt au Québec un peu son siège social. Aujourd'hui, il vit au Japon, donc loin des yeux, loin du cœur et loin des médias. Donc, il est au Japon. Donc, ce sont ces gens qui affirment avoir des contacts comme ça que les extraterrestres. Et dans les années 50, il y a contactés, c'est le nom qu'on donnait à ces gens, qui disaient avoir des contacts avec des êtres venus de Vénus. Et le plus célèbre d'entre eux était un type qui s'appelait Georges Adamski, lui qui disait avoir rencontré à maintes reprises ces fameux Vénusiens. Il les décrivait comme des espèces de blonds suédois, plutôt sympathiques, et à ce point semblables aux humains que, disait Adamski, ils pourraient vivre parmi nous et on s'en rendrait même pas compte, tellement à ce point qu'ils ressemblaient aux humains. Et ça, mais c'était dans les années 50. Évidemment, le développement de la recherche en astronomie nous a révélé une autre facette de Vénus, et particulièrement à la fin des années 1970, début des années 80, les Soviétiques ont réussi à faire atterrir sur Vénus plusieurs sondes, les sondes qu'on appelait des sondes Vénéra, c'était le programme Vénéra, et ces sondes ont transmis de l'information, bien sûr, sur l'atmosphère de Vénus et le sol de Vénus. Il faut le dire, les Russes les Soviétiques ont été ceux qui ont fait la plus importante recherche sur Vénus. Les Américains, notamment, avaient envoyé des sondes, mais ces sondes ne se sont pas posées sur Vénus, elles ont orbité autour de la planète, ont transmis de l'information aux scientifiques, mais les atterrisseurs, c'est vraiment les Soviétiques qui ont réussi cet exploit. Et quand je dis exploit, il n'est pas à prendre avec des pincettes. C'est vraiment faire atterrir une sonde sur Vénus. Il faut savoir que la force gravitationnelle, la pression atmosphérique est 90 fois supérieure sur Vénus qu'elle l'est sur Terre. Donc, toi, tu pèserais 90... La pression sur toi, c'est 90 fois ce que tu vis sur Terre. Et sur Vénus, la température à la surface est de 460 degrés centigrades. Ça veut dire que le plomb fond, littéralement. Et quand il pleut sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique. Donc, c'est pas très, très bon pour les parapluies. Donc, tu t'imagines cet environnement hostile. D'ailleurs, quand les sondes se sont posées... C'est un petit peu dur pour la peau aussi. Oui, quand les sondes se sont posées sur Vénus, elles ont fonctionné que quelques heures à peine. Le temps que la sonde se pose, qu'elle déploie ses appareils, que les caméras nous montrent un peu l'environnement de Vénus, et ce que les sondes nous ont montré, un monde complètement désert, relativement plat. Il n'y a pas on ne voit pas dans les horizons de grandes collines, de grandes montagnes, comme on en voit par exemple sur Mars. Un univers assez plat, excessivement hostile à cause de l'environnement que je t'ai décrit. Et donc, à partir du milieu des années 80, les programmes de recherche sur Vénus ont à peu près été abandonnés parce que, ce n'est pas un monde où on pouvait anticiper des découvertes extraordinaires et compte tenu, bien sûr, de la difficulté d'y envoyer des sondes, on a préféré mettre nos œufs, je pourrais dire, dans le panier de Mars. Et on le voit depuis quelques années, Mars est un peu sur la sellette, on n'arrête pas d'y envoyer des sondes, et encore au cours de l'été, on a envoyé de nouveaux robots vers Mars qui vont se poser en début d'année, et dont l'un d'entre eux est équipé d'une espèce de petit hélicoptère, un drone qui va survoler la planète Mars. Donc, il y a quelque chose de tout à fait prometteur là-dedans. Et voilà que nos scientifiques donc du MIT et de l'Université de Cardiff commencent à regarder l'ensemble des données que l'on a sur Vénus, et là, ils constatent que dans l'atmosphère de Vénus, on parle quand même d'une altitude aux alentours de 50 km au-dessus de la surface de Vénus. Les sondes ont capté à travers des nuages la présence de phosphine. Donc, qu'est-ce que c'est que la phosphine, qui est très nauséabond, et la toxine ici sur Terre? Il faut quand même mettre et je comprends que beaucoup d'astronomes ont dit on réagit en disant « soyons prudents dans nos conclusions ». Il faut savoir qu'ici sur Terre, la phosphine, c'est produite par une espèce de transformation biologique par des microbes ou des bactéries. Donc, somme toute, pour faire une image simple, c'est du caca de microbes.
mais on n'a pas trouvé de moyen, il n'y a pas de façon, ou il n'existe pas dans la nature des mécanismes naturels qui produisent de la phosphine, si ce n'est cette transformation biologique, là, à travers, je dis biologique, mais entendons-nous, c'est biochimique, entre ces microbes, ces bactéries et la présence de phosphine. Alors les scientifiques se disent, si on a dans l'atmosphère de Vénus du caca de microbes et qu'il n'y a rien d'autre qui peut produire de façon naturelle ce caca de microbes, parce que la seule façon qu'on réussit à en produire, c'est dans des usines de produits chimiques, on va produire de la phosphine, mais tu comprends que c'est une transformation qui est industrielle, ou bien encore, comme je l'ai mentionné, cette transformation biochimique. Donc on se dit, si comme il n'y a pas d'usine sur Vénus, ben, la présence de phosphine ne peut être due qu'à la présence de microbes dans les nuages de Vénus. Bon, évidemment, beaucoup d'astrophysiciens ont dit attention, ne tirons pas de conclusions trop hâtives. Il est possible qu'il existe des mécanismes sur Vénus qu'on ne connaisse pas sur Terre, qu'on n'ait jamais vus, des espèces de mécanismes qui seraient liés, par exemple, à une forme d'activité volcanique qui produirait de la phosphine. Mais c'est vrai que c'est très enthousiasmant, cette découverte de phosphine dans les nuages de Vénus. Et je te dirais même que la NASA a annoncé cette semaine qu'elle est tellement encouragée par cette découverte, parce qu'il y a une espèce de course en ce moment, hein, c'est qui va trouver la première trace de vie extraterrestre. Et la NASA a annoncé cette semaine qu'elle avait ressorti de ces vieux cartons leur dossier Vénus et ils allaient voir à la possibilité d'envoyer dans un proche avenir une sonde vers Vénus, peut-être pour en savoir davantage sur cette présence de phosphine dans les nuages de Vénus. Donc c'est très enthousiasmant. Donc on avait tout mis nos œufs, si je puis dire, sur Mars et dans certains cas aussi on avait beaucoup d'anticipation sur des lunes autour de Jupiter et de Saturne, dans l'espoir de trouver des micro-organismes d'origine extraterrestre. Mais là, je dirais que Vénus vient un peu de prendre le devant de la course. Donc, on commence à songer à retourner sur Vénus pour essayer d'en savoir davantage sur la présence de cette phosphine dans les nuages de Vénus. On parle maintenant d'un nouveau sondage sur les complotistes. Mais oui, je t'en ai parlé un peu plus tôt de cette émission sur les théories du complot. Et on a l'impression qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on ait de nouveaux sondages sur l'état des Québécois et des théories du complot. Alors là, c'est un sondage qui a été publié par des chercheurs de l'Université de Sherbrooke. Et c'est un sondage qui a été fait, je te dirais, de manière conjointe. On a uniformisé des questionnaires avec d'autres pays pour voir dans quelle mesure les autres pays se distinguaient au niveau des théories du complot. Et on s'aperçoit finalement que les Canadiens sont pas si mal que ça. Hein, les Canadiens, on parle d'un pourcentage de 17,7% de gens qui adhèrent à des idées de théorie du complot. On est dans la liste, là, on est peut-être on est l'avant-dernier des complotistes. Là. Juste avant nous, là, les Belges sont un petit peu plus sceptiques aux théories du complot qu'on l'est. Nous, on vient en deuxième place. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit que dans les pays anglo-saxons semblent beaucoup plus conspirationnistes. On pense par exemple aux États-Unis et à l'Angleterre. Et là, on parle de 34 et 35% respectivement de gens qui vont adhérer à des théories du complot. Et c'est amusant parce qu'en dernier de la liste, hein, donc les plus complotistes, ce sont les Philippines, dans le sondage, bien sûr, parce que comme je t'ai mentionné, on a utilisé là, on a standardisé le questionnaire auprès de 7 ou 8 pays. Et le pays le plus complotiste est bien sûr est les Philippines. Mais il faut quand même retenir que le niveau d'éducation dans le sud-est asiatique et aux Philippines est beaucoup moins élevé qu'on le retrouve, par exemple, dans les grands pays occidentaux, comme les États-Unis ou le Canada. Ce qui peut peut-être expliquer l'adhésion davantage spontanée des gens vers des théories du complot. C'est sûr aussi que les théories du complot, il faut comprendre, on a des mécanismes qui sont liés à ça. On n'entrera pas dans le jeu, on ne fera pas l'explication de tous ces mécanismes, mais un des mécanismes importants, c'est l'érosion qu'il y a entre les gens et la confiance qu'ils ont dans leurs institutions. Et alors, donc, visiblement, les Canadiens ont plutôt confiance en leurs institutions, confiance en leurs médias, confiance en leur gouvernement, ce qui explique peut-être notre faible niveau d'adhésion aux théories du complot, alors qu'aux Philippines, par exemple, visiblement, les gens ne semblent pas trop faire confiance aux institutions en place.
J'ai regardé les 4 questions qui faisaient partie du formulaire et je dois t'avouer qu'il y en a une d'entre elles que si elle n'est pas clairement expliquée, elle peut laisser présager une espèce d'adhésion, mais qui serait un peu artificielle. Parce que dans les 4 questions, en fait, c'était 4 affirmations. Et de ces 4 affirmations, donc, on demandait aux gens, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Et la première des affirmations, c'est le gouvernement cache des informations concernant le coronavirus. Et ça, j'avoue que c'est une question qui m'embête toujours un peu. Bon, les autres, il n'y a pas de justificatif. Le virus a été créé intentionnellement en laboratoire. Ça dit ce que ça dit. L'industrie pharmaceutique est impliquée dans la propagation du virus. Là aussi, il n'y a pas de controverse. Le virus est en fait lié à la technologie du 5G. Là aussi, ça va bien. Mais dire le gouvernement cache des informations concernant le coronavirus, je ne suis pas certain que répondre par oui à cette question fait de toi spontanément un conspirationniste. Exact. Parce que tu comprends, les gouvernements, puis on en a déjà parlé ensemble, hein, et je donne souvent cet exemple-là parce qu'il est, à mon avis, très, très représentatif. Lorsqu'il y a eu la fameuse crise du verglas en 1998, à Montréal, le niveau d'eau potable était passé sous le seuil critique. On en avait informé à cette époque le premier ministre Lucien Bouchard, qui avait décidé de ne rien dire à la population parce qu'il s'est dit les gens vont s'entretuer devant les dépanneurs pour aller chercher une bouteille d'eau. Donc, on n'a rien dit. On peut dire que l'eau à Montréal ne tenait qu'à un fil et on espérait que Hydro-Québec allait rétablir les systèmes de manière à pouvoir surmonter ce problème. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, finalement, on a réussi à repartir les usines de filtration et on n'a pas connu la catastrophe anticipée. Ce n'est que des années après, en entrevue, que Lucien Bouchard a raconté cette anecdote. Donc, dire que est-ce que le gouvernement nous a caché des choses sur la crise du verglas? La réponse est oui. Est-ce que c'était justifié? À mon avis, la réponse est oui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va voter, c'est pour ça qu'on choisit des gens, qu'on va mettre des gens au pouvoir, parce qu'on espère que ces gens-là agiront, pour utiliser l'expression, en bon père de famille. Et lorsqu'il y aura des situations comme celle-là, ils prendront les meilleures décisions pour le mieux-être de la population. Et c'est ce qu'a fait Lucien Bouchard. Donc, est-ce que le gouvernement nous cache des choses sur le coronavirus? Je pense que je dirais oui, peut-être. Hein, je ne sais pas. Oui, parce qu'ils nous disent pas tout. Voilà, bon. Mais ça ne veut pas dire qu'ils nous disent pas. Le fait de ne pas tout nous dire, ça ne veut pas dire que ce soit nécessairement de l'information qui soit névralgique. Voilà. Hein? Peut-être qu'on ne nous cache pas nécessairement que le virus a été créé dans un laboratoire, mais ça se peut que le gouvernement, lorsqu'on regarde par exemple des foyers d'éclosion au Canada ou au Québec, ça se peut que le gouvernement dise, voilà, dans telle ou telle région du Canada ou telle région du Québec, on serait mal préparé à faire face à une nouvelle éclosion. Hein? Par exemple, déjà le milieu hospitalier est déjà débordé, donc il faudrait éviter, mais tu vois, c'est de la poutine à l'intérieur, c'est des discussions de coulisses qui ne regardent pas monsieur et madame tout le monde. Et si éventuellement cette information-là venait à être publiée, évidemment, les conspirationnistes pourraient dire « Ouais, mais voilà, le gouvernement ne nous l'avait pas dit que telle ou telle région était à risque ou à tel ou tel endroit, il y avait des foyers d'éclosion ou que le milieu médical n'était pas prêt à faire face à une augmentation des cas de coronavirus. » Et là, ils vont jouer cette carte-là en disant on nous cache des choses, mais dans les faits, je pense que toute information n'est pas nécessairement... je pense pas que tous les gens ont besoin de tout savoir pour pouvoir prendre des décisions éclairées en fonction de leur propre comportement. Il y a des choses que le gouvernement ne nous dit pas, puis je pense que c'est le choix du gouvernement de ne pas le dire parce que, c'est ça, mais ça ne veut pas dire que ce soit une information qui soit particulièrement névralgique et qui remette tout en question la gérance du gouvernement. J'ai été chercher les chiffres sur l'Institut national de la santé publique concernant des croyances à certaines théories du complot en lien avec la COVID-19. Il y a l'affirmation, je ne pense pas que le gouvernement nous cache des informations importantes en lien avec la pandémie de la COVID-19. C'est plus de 50%, donc 52% des gens qui disent non, le gouvernement, il nous cache rien. Là. Ouais, tu vois, tu viens de mentionner cette question, et cette question, elle est bien posée. Hein, c'est de l'information importante. Ouais. Parce que tout se joue sur important. Est-ce que c'est important de ne pas savoir, par exemple, qu'un hôpital ou une clinique à Quaticook qui est peut-être mal équipée pour faire face à une épidémie de COVID-19,
Ben là, ça peut peut-être concerner les gens de Quaticook même, mais est-ce que c'est une information qui a besoin d'être véhiculée à travers le Canada tout entier? Non, puis je crois pas que le gouvernement fasse le jeu des conspirations en ne le disant pas non plus. Donc, plus de 50% des Québécois pensent que le gouvernement nous donne l'information importante. Et 3,5 personnes sur 10, donc 35% des Québécois disent non, le gouvernement ne nous dit pas tout. Ouais. Ensuite, je pense que la COVID-19 a été créée dans un laboratoire. Plus de 54% des gens pensent que ça n'a pas été créé dans un laboratoire. Donc, une personne sur deux. Tu vois, je t'arrête ici, Yannick. Ça, c'est intéressant parce que tu vois, on est comme une personne sur deux. Mais cette question-là, elle est un peu vicieuse parce que est-ce que les gens comprennent bien ce que l'on veut dire par n'a pas été créé en laboratoire? Parce qu'on en a aussi parlé de cette situation-là. Il y a des gens qui croient que le virus est issu d'un laboratoire, on le sait, à Wuhan, donc là où il y a eu les premiers foyers d'éclosion du coronavirus, et à Wuhan, ils ont un laboratoire de type 4. Le type 4, c'est le plus haut niveau des laboratoires en virologie. Donc ces gens-là, ce sont des experts qui ont autorisation de manipuler les virus les plus dangereux au monde, comme par exemple la variole, qui n'existe plus à l'état naturel dans le monde, mais qui existe quand même encore dans des petites fioles. On a encore le virus. Donc, ces gens-là, dans un laboratoire de type 4, on travaille avec ce type de virus. Il n'est pas interdit, c'est peu probable, c'est même très invraisemblable, mais il est probable qu'une manipulation du coronavirus, parce que le coronavirus tel qu'on le connaît, il avait déjà une souche animale identifiée en 2013 et en 2015 chez des pangolins et des chauves-souris. Donc, il est possible que des scientifiques aient travaillé, manipulé le virus dans un centre de recherche et ensuite, soit qu'ils se sont eux-mêmes contaminés ou soit par des déchets biomédicaux, ont contaminé l'extérieur et c'est comme ça que le virus a passé de l'animal à l'humain. Ce n'est pas un scénario qui est vraisemblable. Quand on parle de ça avec des chercheurs, des scientifiques, des virologues, ils disent c'est très peu probable. C'est pas impossible, mais très peu probable. Donc, quand on pose la question aux gens, est-ce que vous croyez que le virus peut venir d'un laboratoire? Il faut faire attention de la façon dont on pose cette question-là. Est-ce que quand on parle de le virus qui vient d'un laboratoire, il faut bien insister pour dire qu'il a été créé dedans le laboratoire, mais pas simplement échappé du laboratoire, qui là n'est plus tout à fait une théorie du complot, c'est plutôt une théorie invraisemblable, mais pas impossible en soi. Et parmi les Québécois qui ont vraiment l'impression que ça a été créé dans un laboratoire dans un but de pandémie, c'est 23% des gens. Et je termine avec la dernière question, puis c'est toujours possible de voir ce sondage-là sur l'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique. Oui. Je pense qu'il y a un lien entre la... Attache ta tuque, par exemple. OK? Je pense qu'il y a un lien entre la COVID-19 et les tours de télécommunications 5G. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a juste 6% des gens que oui, IP-19, la tour de communication 5G. Et tu vois, c'est amusant parce que tu viens de citer des chiffres de l'Institut national de santé publique du Québec qui avait publié un peu plus tôt ce fameux sondage. Et là, on voit, évidemment, c'est un sondage qui est davantage tourné vers les Québécois que vers les Canadiens. Donc, on voit à l'échelle canadienne, le sondage de l'Université Sherbrooke nous dit qu'il y a à peu près 17,7% des Canadiens qui adhèrent à une ou l'autre des théories du complot concernant le COVID. Mais si on se fie aux chiffres de l'Institut national de santé publique du Québec, il semble qu'au Québec, on soit un peu plus conspirationniste que nos confrères canadiens. Donc, parce que eux, dans l'Institut ou à l'Institut national de santé publique, ils parlent à peu près de 23% des Québécois qui adhèrent à l'une ou l'autre des grandes théories du complot. Ce qui est intéressant dans les deux cas, dans les deux relevés statistiques, c'est que ce sont surtout les groupes de 18 à 34, 35 ans qui représentent les gens qui ont le moins confiance dans les institutions. Donc, quand on parle aux jeunes, ils ne croient pas trop les médias dits mainstream conventionnels, ils ne croient pas trop non plus le discours des politiciens. Donc, ce sont les gens les plus méfiants. Et bien sûr, à partir du moment où tu es méfiant par rapport aux autorités en place ou par rapport à ceux qui représentent une forme d'autorité, que ce soit dans les médias, en politique, peu importe, mais tu auras tendance à aller t'alimenter vers des sources alternatives. Et on le sait, les jeunes sont friands des médias sociaux, de l'Internet et tout le reste. Et là, bien sûr, s'il n'y a pas un mécanisme d'identification clair et d'éducation, je devrais même ajouter,
ben, évidemment, les jeunes risquent de tomber aisément dans des théories du complot. Vous êtes sur les ondes de choix 98.1 Radio X. On est vendredi le 18 septembre. Merci d'être là. Vous voulez vous joindre à notre page Facebook Radio X-Files. Vous voulez en savoir plus sur Christian Page, christianpage.ca. On fait une courte pause et après la pause, on fait un retour sur l'affaire Dyatlov. Wow. Ouais. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. Pom, 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 pom. Vous avez des questions à nous poser, vous pouvez le faire par texto en tout temps, parce que cette émission-là est live de Québec. Christian est là, il peut répondre à toutes vos questions. 88-670-9098, 88-670-9098, ça fonctionne par texto. Christian, un retour sur l'affaire Dyatlov. Oui, je voulais prendre quelques minutes pour te parler de ça. On en avait parlé de cette histoire Dyatlov. Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas de quoi il s'agit, je rappelle rapidement les faits. On est en 1959. Un groupe de jeunes qui, pour la plupart, ont fréquenté l'école polytechnique de Sverdlovsk, qui aujourd'hui s'appelle la ville d'Ekaterinbourg. Donc, ces jeunes-là fréquentent l'école polytechnique. Pour la plupart d'entre eux, ils la fréquentent ou ils l'ont fréquentée. Et donc, on est un groupe qui décide d'aller comme ça dans les montagnes de l'Oural. C'est une espèce d'expédition de trekking extrême. Donc le groupe part, se rend dans les montagnes. On est à ce moment-là, on est 9 personnes. Et en cours de route, une 10e personne va s'ajouter, mais en même temps, il y en a une autre qui va se désister. Donc, on reste avec notre fameux groupe des 9 personnes qui vont se rendre dans l'Oural. Comme je l'ai mentionné, ils quittent fin janvier 1959. Ils doivent être de retour à la mi-février. Et comme la mi-février arrive et que les jeunes, on parle de jeunes au début de la vingtaine, l'un d'entre eux est un peu plus âgé, mais la plupart ont au début de la vingtaine. Et comme les jeunes ne reviennent pas, ben les parents commencent à s'inquiéter et là, éventuellement, on va envoyer des équipes de recherche et on va retrouver les jeunes sur un mont, qui est une montagne qui s'appelle le mont Olachal. On est dans l'Oural. Et là, on est un peu surpris de la situation parce qu'on retrouve... Il fait très, très froid à ce moment-là. On est, comme je l'ai mentionné, on est en février. On va retrouver la tente. Elle est en partie enlisée sous la neige. Il faut dire qu'il a neigé dans les jours qui ont précédé. On va retrouver à l'intérieur de la tente les effets personnels de nos jeunes randonneurs. Et on va également constater que la tente est littéralement en lambeaux. Elle a été déchirée. Le plus surprenant, c'est qu'elle a été déchirée de l'intérieur. Donc, les jeunes ont visiblement voulu sortir très rapidement de la tente. Ils ont déchiré la tente. Et là, dans les jours, et même éventuellement dans les semaines qui vont suivre, on va retrouver autour de la montagne, donc en partie sur la pente, au pied de la montagne et dans un petit ravin à proximité, on va retrouver nos 9 randonneurs. Ils sont tous morts. Certains d'entre eux présentent des blessures qui sont probablement dues au fait que 4 d'entre eux ont tombé dans un petit ravin. Ils marchaient la nuit, ils sont tombés visiblement dans le ravin, ils se sont fait des blessures internes. Les autres, mais tous, autant ceux qui se sont blessés en tombant dans le ravin que les autres retrouvés sur la pente de la montagne ou au pied de la montagne, ces gens-là sont tous morts d'hypothermie. Et ce qui frappe, c'est que ces gens-là sont peu habillés. Visiblement, ils ont quitté la tente, ils étaient probablement au moment du coucher, donc on avait retiré les manteaux chauds, on avait retiré les bottes, et quelque chose est arrivé. Soudainement, les jeunes sont sortis de la tente tels qu'ils étaient habillés, là, avec leur il y avait des chaussons, leur chandail léger, leurs pantalons, mais ils n'ont pas pris le temps de prendre leurs bottes, leurs manteaux d'hiver, rien. Ils sont sortis et ils se sont rapidement éloignés du campement. Et visiblement, ça s'est produit de nuit. Ils n'ont pas retrouvé le chemin du campement et ils sont morts. Et cette affaire-là, et à l'époque, on avait chargé le KGB, qui aujourd'hui s'appelle le FSB, là, donc le KGB avait été chargé d'enquêter là-dessus. On avait mandaté un ancien policier des affaires criminelles de faire la lumière sur cette histoire-là, qu'on a appelée l'affaire Dyatlov, parce que le leader de ce petit groupe s'appelait Igor Dyatlov. Donc, de faire la lumière là-dessus. Et ce fameux policier, dénommé Ivanov, conclut son rapport. Il remet son rapport en mai 1959. Il explique que les jeunes sont tous morts d'hypothermie, mais ce qui est assez surprenant, il termine son rapport en disant « Quant à savoir pourquoi les jeunes ont déchiré la tente et se sont enfuis de cette manière, il dit ils ont visiblement cédé à une force inconnue, irrésistible. » Alors tu comprends, c'est la porte ouverte
au fantasme une force inconnue, irrésistible. Qu'est-ce que c'est? Le diable? Les extraterrestres? Donc là, c'est la porte ouverte à toutes sortes de spéculations. Et l'affaire n'a jamais été solutionnée clairement. Donc, on a même vu, ça a pris de telles tangentes qu'il y a 2 ou 3 ans même, le réseau de télévision américain Discovery avait fait une espèce de documentaire un peu boiteux où là, on disait que les jeunes avaient peut-être été tués par un Yéti. Donc, un Yéti était arrivé sur la montagne, les jeunes avaient fui, puis bon, ils étaient morts soit d'hypothermie ou blessés par le Yéti, alors que dans les faits, aucun des jeunes ne présente de lésions extérieures. Ces jeunes-là n'ont pas été battus. On n'a pas retrouvé non plus sur la colline des éléments qui permettraient de croire qu'ils aient pu être attaqués par un tierce parti. Donc, parce qu'on a beaucoup accusé, on s'est dit, oui, c'est une région qui est occupée par des autochtones, on appelle les Mansi, qui sont des descendants des grandes tribus mongoles là, qui ont marqué l'histoire. Et là, on s'est dit peut-être que les Mansi ont attaqué les jeunes sur la montagne et les ont assassinés. Mais quand on regarde les photographies qui ont été prises au moment de ces événements, au moment de l'enquête, on voit bien qu'il n'y a que les empreintes des jeunes sur la montagne, même s'il y a eu de la neige au cours des derniers jours, parce que l'incident dont je te parle s'est produit visiblement dans la nuit du 1er au 2 février 1959. Donc, les empreintes sur la montagne, même s'il y a eu de la neige a rempli les trous laissés par la marche des jeunes dans la neige. Donc, on pouvait suivre, on pouvait voir un peu leurs empreintes et qui montrent assez bien qu'il n'y avait personne d'autre sur la montagne, sauf eux. Donc, l'idée qu'ils ont pu être attaqués par un groupe autochtone est peu vraisemblable. Mais l'affaire a soulevé tellement d'intérêt, puis il faut dire aussi qu'à l'époque, on est en 1959, l'Union soviétique d'alors n'est pas la Russie d'aujourd'hui. Hein? L'information ne circulait pas comme elle circule aujourd'hui. Et cette histoire-là de l'affaire Dyatlov était à peu près inconnue des Occidentaux jusqu'au moment de la perestroïka, là, dans les années 80, début des années 90. Là, les gens en Russie ont commencé à parler, il y a des journaux, des articles qui avaient été publiés là-dessus. Et là, finalement, le contact s'est fait. Et cette histoire-là a pris de plus en plus d'ampleur auprès des amateurs de mystères occidentaux, nord-américains, européens. On s'est mis à spéculer sur cette mystérieuse affaire Dyatlov. Et là, l'an dernier, comme on soulignait à ce moment-là le 60e anniversaire de l'affaire Dyatlov, les autorités, ce qui a remplacé le KGB, ont dit on va rouvrir l'enquête sur l'affaire Dyatlov. Donc c'est quand même surprenant. Parce qu'il faut dire que parmi les hypothèses évoquées pour la mort des jeunes, on avait supposé peut-être des expériences militaires dans la région qui auraient pu effrayer les jeunes et notamment des tirs de missiles balistiques dans la région qui auraient pu... Parce qu'il faut dire qu'on a trouvé dans les bois qui entourent la montagne, le mont Olachal où les jeunes ont trouvé la mort, on a trouvé dans les boisés il y a quelques années des morceaux de missiles balistiques. Donc ce sont des missiles qui ont été utilisés par les Soviétiques et même si les Soviétiques ont toujours prétendu qu'ils n'avaient jamais utilisé cette région-là pour faire des manœuvres militaires, le fait qu'on trouve dans un boisé des morceaux de missiles, en fait la partie du fuselage d'un missile, on se dit, les Russes ne nous ont peut-être pas tout dit la vérité, puis il ne faut pas se le cacher, le KGB ou les forces militaires de l'armée rouge ne sont pas aussi transparentes qu'on peut le croire. T'sais. Mais là, les Russes disent on va réenquêter sur l'affaire Dyatlov pour le 60e anniversaire, essayer de faire la lumière là-dessus. Et au cours de l'été, donc on était en pleine COVID, donc l'affaire a passé un peu sous le radar, mais finalement les Soviétiques, les Russes ont publié leur rapport d'enquête, donc qui a duré pratiquement une année. Ils disent dans ce rapport-là qu'ils ont enquêté sur 75 scénarios différents. Et à partir des photographies, des documents obtenus et des documents qui étaient gardés secrets, parce qu'il faut dire qu'une partie des documents de ce dossier n'avaient pas été rendus publics. Et là, les Russes, expliquent que si une partie du dossier n'avait pas été rendue publique, c'était plutôt non pas parce qu'on avait quelque chose à cacher, mais plutôt de quelle façon l'information transitait dans les hautes sphères de l'administration soviétique de l'époque. En tout cas, quoi qu'il en soit, une partie du dossier avait été gardée sous silence. Et là, les autorités nous disent que selon leur version à eux, les jeunes ont cédé à la peur d'une avalanche. Donc, quelque part, ou bien l'avalanche a frappé, une petite avalanche aurait emporté des choses sur la colline, les jeunes auraient paniqué. Je dois t'avouer que cette idée de l'avalanche,
l'idée de l'avalanche, pas de la peur de l'avalanche, parce que pour moi, il y a une notion très différente, mais l'idée de l'avalanche m'apparaît peu vraisemblable, parce que quand on regarde les photographies du campement, on voit qu'il y a des éléments, par exemple, les jeunes utilisaient des bâtons de ski. Or, les photographies qui ont été prises par les équipes de secours nous montrent la tente des jeunes qui est éventrée, mais on voit aux côtés de la tente les fameux piquets de ski qui sont plantés debout dans la neige, et il y en a même un sur lequel on a accroché des goggles, des lunettes pour se protéger de la lumière du soleil sur la neige, qui est encore accroché après le bâton de ski. Donc tu dis, s'il y a eu une avalanche, le bâton aurait foutu le camp. Il ne serait pas resté là comme ça, planté dans la neige aux côtés de la tente. Mais la peur de l'avalanche, donc quelque chose, imagine-toi, tu es dans la tente la nuit, une espèce de tremblement, de grondement, et soudain, tu dis peut-être qu'on va être envahi, on va être recouvert par une avalanche. Ça pourrait expliquer cette panique des jeunes, donc de fuir le campement et de courir vers le bas de la montagne. Mais il y a quand même des éléments, malgré que c'est la version maintenant officielle à laquelle se tiennent les Russes, il y a quand même des choses qui restent un peu mystérieuses, parce que la colline, à l'endroit où les jeunes avaient installé leur campement, c'est une colline qui avait à peu près 18 degrés de pente. Or, les gens qui connaissent bien la montagne savent qu'en bas de à peu près, c'est pas impossible, mais en bas de 25 degrés de pente, la possibilité d'une avalanche est excessivement minime. Donc, c'est pourquoi je pense qu'ils ont peut-être eu peur d'une avalanche, mais que l'avalanche elle-même, ça, je doute que l'avalanche se soit produite. Auraient-ils eu peur d'une avalanche alors qu'ils savaient pertinemment que là où était installé leur campement, il y avait peu de risques qu'une avalanche se produise de cette manière-là? Mais il y a quand même un autre élément que eux, les Soviétiques, n'évoquent pas dans leur rapport et qui nous amène quand même à une réflexion. Il y a eu un incident qui s'est produit en 1993. Ça s'est produit près du lac Baïkal, qui se trouve en Union soviétique, en Russie. Et en 1993, on a eu une situation assez semblable. On avait 7 randonneurs, un petit groupe qu'on appelait le groupe Korovina. Et là, quand on parle de jeunes, on parle de jeunes vraiment là, des adolescents tardifs, là, 17, 18, 19, 20 ans. Là. Ce sont vraiment des jeunes de cet âge-là. Et le guide, donc une certaine Ludmila Korovina, qui elle a 41 ans, amène ces jeunes-là dans les montagnes. On est encore dans l'Oural. On se trouve près du lac Baïkal. Et elle les amène dans les montagnes. Et soudain, ils vont être pris d'une espèce de folie incroyable. Ils vont tous se tuer mutuellement. Et ce qui est quand même surprenant, écoute, j'ai devant moi la déclaration, il y a eu une survivante. Donc, on sait ce qui s'est passé, il y a eu une survivante. Cette survivante, elle avait 17 ans, elle s'appelle Valentina Utochenko, et elle a survécu. Donc, on l'a retrouvée quelques jours après, et quand on lui a demandé où étaient ses compagnons, elle dit, ils sont tous morts sur la montagne. Et elle raconte une histoire qui est un peu aberrante. Écoute, j'ai sa déclaration entre les mains, je te la lis et tu vas voir que c'est quand même spectaculaire. Et là, on est au moment où ils vont reprendre leur marche. On est le 4 août 1993. Ils sont sur la montagne. Et en fait, on est le 5 août. Ils ont passé la nuit du 4 au 5 août sur la montagne. Donc, au lever du jour, ils commencent à rassembler leur matériel. Il faut dire que dans les heures qui ont précédé, il y a eu du vent, il y a eu de la pluie. Cette pluie a passé en verglas. Donc, ils ont essuyé un très mauvais temps. Et là, voilà que le 5 août, il est à peu près 11 heures en matinée. Ils décident, plusieurs d'entre eux sont transis par le froid, leurs vêtements sont mouillés. Et là, finalement, la guide, ils veulent se reposer. La guide leur dit non, il faut quitter la montagne. Et la montagne où ils sont, elle n'est pas très très haute. C'est vraiment une colline. Et là, soudainement, et là, je te lis la déclaration de cette Valentina Utochenko. Elle dit, au moment de reprendre la marche, Alexandre Krissine, 24 ans, s'est levé, puis il a été pris d'un violent et spectaculaire malaise. La bave moussait à ses lèvres, du sang lui coulait des oreilles, il s'est écroulé et est mort. La folie collective a suivi, et tous sont morts rapidement. Denis a commencé à se cacher derrière des rochers. Tatiana se frappait la tête contre les pierres. Victoria et Timour sont devenus fous. Ludmila a fait une crise cardiaque. Tous sont morts assez rapidement sur la colline. La seule, et elle, Valentina Utochenko, raconte, elle a essayé de les convaincre de descendre de la montagne, mais ces gens-là étaient incontrôlables. Ils étaient littéralement devenus fous.
Et là, elle est descendue de la montagne, elle a trouvé un cours d'eau, elle l'a longé, et 2 ou 3 jours après, ce sont des kayakistes qui l'ont trouvé. Comment on explique cette soudaine folie? Ben, d'après les spécialistes, les jeunes, parce qu'on a retrouvé leur corps, ils sont morts d'hypothermie sur la montagne, exactement comme dans l'affaire Dyatlov. Mais les médecins qui ont fait les autopsies sur les corps disent ils ont probablement souffert, malgré qu'ils n'étaient pas à une altitude très élevée, ils ont probablement souffert de ce qu'on appelle le mal des montagnes. Donc, ils ont été atteints d'une espèce d'œdème pulmonaire, ils sont devenus fous, et là, ben, à partir de ce moment-là, comme ils souffraient d'hypothermie, il y a eu un mécanisme qu'on appelle le déshabillement paradoxal, donc ils se sont mis à avoir chaud, ils ont enlevé leurs vêtements, et c'est ce qui explique cette scène quasi inexplicable. N'eût été de ce commentaire de Valentina Utochenko, on aurait retrouvé ces jeunes sur la montagne, morts, sans comprendre exactement ce qui s'était passé. Une situation qui rappelle très étrangement l'affaire du col Dyatlov avec la mort de ces jeunes randonneurs. Mais tu vois, dans le cas d'Utochenko et de ce groupe-là, le groupe en question, Korovina, on voit que ces jeunes-là ont pas, c'est pas une peur d'une avalanche, c'est pas une avalanche, c'est simplement le mal des montagnes qui s'est produit et qui a entraîné une espèce de folie où les uns sont morts les uns après les autres. Okay. Donc, c'est très mystérieux, mais enfin, bon, c'est vrai que l'affaire Dyatlov, l'idée de l'avalanche, et même quand j'ai écrit dans un de mes livres, L'Enquêteur du paranormal, tome 3, j'ai expliqué, j'ai abordé plusieurs hypothèses, et à la toute fin, je dis, c'est une hypothèse qui laisse d'énormes lacunes, qui ne répond pas à toutes les questions. Mais tu sais, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Ça demeure l'hypothèse la plus vraisemblable. Tu sais, une fois que tu as éliminé l'impossible, ce qui reste, même improbable, doit être la vérité. Et c'est exactement la conclusion que je tirais dans mon ouvrage, et c'est apparemment la conclusion à laquelle sont arrivés ces nouveaux enquêteurs de Russie. Rapidement, les textos, il reste à peu près 2 minutes avant de faire la pause. Dans un reportage, on nous a mentionné qu'il y avait un vent qui faisait un genre d'ultrason qui rendait fou. Est-ce que toi, tu as cette confirmation-là? En fait, c'est une des nombreuses hypothèses. Ce sont les infrasons, parce que c'est tellement mystérieux. On essaie de comprendre la motivation. Et c'est vrai que le vent soufflant sur les sommets des montagnes environnantes aurait pu déclencher un mécanisme d'infrason. Et les gens ne réagissent pas tous de la même façon aux infrasons, mais c'est vrai que dans certains cas, ça peut créer une espèce d'angoisse. Donc, imaginons qu'il y aurait eu des infrasons sur la montagne. L'un ou l'autre des membres du groupe Dyatlov aurait été pris de panique, aurait entraîné dans sa folie ses compagnons. C'est pas une hypothèse qui est impossible, mais elle paraît beaucoup moins vraisemblable que cette peur de l'avalanche. Autre chose. Bon, je ne juge pas les questions, Christian. Là. Oui. 2 à 3 de ces jeunes dans l'affaire Dyatlov auraient eu le crâne fracturé, langue arrachée. Pourquoi Christian n'en parle pas? Non, en fait, je l'ai mentionné. Quand je t'ai dit qu'ils ont eu des blessures, il faut savoir que les jeunes qui sont tombés dans le ravin, les seuls qui avaient des blessures importantes, qui sont mentionnés dans ce fameux courriel, on parle d'os brisés, organes perforés, côte brisée. Langue arrachée? Oui, et là, c'est là, faut savoir que ces jeunes-là sont tombés dans un ravin. Donc, ils courent. Je te rappelle un incident qui s'est produit au Québec il y a quand même plusieurs années, mais peut-être tu vas te rappeler de ça. Il y avait des jeunes, c'était des Américains qui étaient des touristes à Montréal. Ils avaient pris un taxi qui les avait amenés dans la région de Laval, où il y avait une carrière. Et ils n'ont pas payé le taxi, ils ont fui. Et là, ils couraient dans l'obscurité, puis ils sont arrivés sur le bord du ravin, la fameuse carrière, et ils ont tombé, ils ont fait une chute de plusieurs dizaines de mètres dans le fond de la carrière. Parce qu'ils ne l'ont pas vu, Le sol s'est littéralement dérobé sous leurs pieds. Donc, dans l'affaire Dyatlov, les jeunes qui avaient des blessures importantes, ce sont les 4 jeunes qui sont tombés dans le ravin. Donc, les blessures, les organes perforés, les membres brisés s'expliquent parce qu'ils ont fait une chute dans un ravin d'une 20aine de pieds. Quant aux yeux et la langue, il faut savoir que ce sont les corps également qui ont été retrouvés à la toute fin. Les premiers corps qui ont été trouvés, donc on est à peu près à la mi-février, les premiers corps vont être retrouvés au pied de la colline. Les autres, ils sont gelés, ils sont assez bien conservés. On va retrouver ensuite 3 autres corps sur la pente menant à la tente. Donc, visiblement, les 2 premiers à mourir sont ceux qui sont au pied de la colline sous un sapin.
eux sont littéralement en bobette. Visiblement, leurs compagnons ont pris leurs vêtements. Donc, ils n'ont pas sorti de la tente en bobette. S'ils sont en bobette, c'est par respect. On leur a laissé leurs sous-vêtements, mais les survivants ont visiblement pris leurs vêtements. Donc, il y en a 3 qui ont essayé de remonter la colline vers la tente. Et ils sont morts les uns après les autres. Donc, on trouve les premiers corps au pied de la montagne, sous un grand sapin. On va retrouver je crois que c'est le lendemain, on va retrouver les 3 corps qui sont le long de la pente en se dirigeant vers la tente. Mais les 4 derniers sont manquants. Ils ne seront retrouvés qu'au mois de mai, à la fonte des neiges. Voilà. Et là, à ce moment-là, quand on retrouve les corps, ils sont dans le ravin. Ce sont les 4 jeunes. Il y avait quand même à peu près, grosso modo, 5-6 mètres de neige par-dessus eux. Il a fallu attendre cette fonte des neiges. Et quand ils vont retrouver les corps, ils sont à l'air libre. Donc, la neige a fondu, les corps sont à l'air libre. Il n'y a à peu près que la peau et les os là, qui est collée sur les os. Mais les yeux, la langue ont probablement été mangés par des prédateurs. Donc, tu vois, les amateurs de fiction aiment mettre des détails qui sont... C'est vrai que dans le cas de l'une des victimes, la langue était manquante, mais elle n'a pas été coupée. Il y a 2 possibilités. Ou la langue, en tombant dans le ravin, elle a pu se couper la langue. Qui ne s'est pas mordu la langue entre nous? Hein, ça nous est tous arrivé. Donc, même toi, tu cours, le sol se dérobe sous tes pieds, tu fais une chute de 10 mètres. Ben écoute, quand tu arrives au fond, là, si tu as la langue entre les dents, elle va se couper. Ou bien... Par la suite, les corps ont été exposés à l'extérieur, donc ils ont probablement été attaqués par des prédateurs. Et les premiers organes que vont attaquer des animaux prédateurs, c'est justement les chairs molles, la langue, les yeux, et c'est justement ces organes qui ont été enlevés sur les derniers corps retrouvés. Donc voilà, ça s'explique. C'est le fun, des petites questions des auditeurs comme ça pour clarifier, là. Ouais, c'est parce que on aime, hein, les amateurs de fantastique aiment mettre une espèce d'aura extraordinaire autour de choses qui s'expliquent somme toute aisément. Donc oui, les corps ont été retrouvés 2 mois plus tard, exposés à l'extérieur. Ben, évidemment, il y avait des animaux prédateurs qui avaient commencé à manger les corps. Tu sais. Donc les yeux, la langue, sont parmi les organes les premiers qui sont dévorés par les prédateurs. On revient après ces messages publicitaires. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. 19h23, dernier segment de Radio X-Files, mon cher Christian. On parle des ovnis de la US Navy. Oui, durant la pause, j'ai mis une petite vidéo sur le site de Radio X-Files. C'est un lancement de fusée. Et je l'ai mis là parce que ça va être utile au gré de notre conversation. Là, si des gens, je vais faire référence à ça, donc les gens auront un élément à quoi se référer. Donc cette histoire des vidéos de la US Navy, dont on parle beaucoup, ça fait énormément réagir dans le milieu des amateurs d'ovnis. Donc je te remets un peu dans le contexte parce que c'est une histoire qui s'étire en fait sur 3 ans. Donc l'affaire commence le 17 décembre 2017. Il y a le journal, le New York Times, qui publie un article. Et dans cet article, qui est co-signé par plusieurs auteurs, on nous fait une grande révélation. On nous révèle que le gouvernement américain a eu un projet d'enquête sur les ovnis qui s'est étendu de début 2008 jusqu'à 2012. Ce programme, dont l'acronyme était AATIP, ATIP, qui veut dire en français Programme avancé d'identification des menaces aérospatiales. Donc ça, c'était le nom de ce programme. Et sa révélation se fait à travers un groupement assez nouveau, mais de gens très actifs dans le domaine de, je dirais pas la recherche ufologique, mais en fait dans la promotion d'informations ou la libération d'informations. Bref, presque un travail d'éducation sur les ovnis. Et cette organisation, elle est une initiative de l'un des anciens membres du groupe Blink 182, qui s'appelle Tom DeLonge, et qui a créé donc ce groupe qui s'appelle To the Star Academy of Arts and Science. Il faut le dire, Tom DeLonge ne cache pas son intérêt pour les ovnis et il adhère à toutes sortes de croyances, aux enlèvements et tout le reste. Donc, ces gens-là ont fait tout un travail, il a réussi à délier des langues et donc on publie cette histoire-là de cette organisation qui aurait enquêté au sein du Pentagone sur des menaces aérospatiales.
Il faut s'entendre parce que menace aérospatiale ne veut pas dire forcément des engins extraterrestres. Parmi les gens qui ont accepté de parler, il y a un type qui s'appelle Luis Elizondo. Luis Elizondo se présente, lui, comme étant le type qui dirigeait ce programme. Quand on fouille aux archives du gouvernement, on sait qu'Elizondo faisait partie qui était un employé du département de la Défense. De prétendre qu'il était le directeur du programme, ça, on n'en a pas vraiment la preuve. Mais c'est sûr qu'il était là, qu'il gravitait autour des gens qui étaient chargés de ce programme-là. Quoi qu'il en soit, cette information, elle est extraordinaire, même si les autorités tiennent immédiatement après la publication de l'article. Tu comprends que le Pentagone, la US Navy, qui aurait supervisé le programme, réagissent promptement en disant « Oui, c'est vrai que ce programme-là, il existait, mais c'est un programme qui était, somme toute, très secondaire. » Il faut savoir le programme a été mis en place, c'est une initiative d'un sénateur américain qui s'appelle Reid, le sénateur Reid. Et lui dit... voilà, il s'intéressait à la question des ovnis, et puis il a demandé une investigation. Le projet a duré 4 ans. Il a coûté sommairement à peu près 20 millions de dollars. Si pour toi et moi, 20 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, il faut savoir qu'un programme sur 4 ans qui coûte 20 millions de dollars, en sachant que le budget annuel du département de la Défense, c'est 600 ou 700 milliards de dollars, tu comprends que c'est pas grand-chose. C'est vraiment un programme qui est très, très secondaire. Mais néanmoins, l'information est lancée, puis c'est ce qui est extraordinaire, c'est que il faut savoir qu'avant cette révélation, s'il y avait des demandes citoyennes qui étaient adressées au département de la Défense aux États-Unis sur la question des ovnis, la question était toujours la réponse était toujours la même, c'est de dire les autorités américaines se sont intéressées à la question des ovnis de 1947 à 1969, avec la fin du projet Blue Book, dont on a fait une série à la télé, et là, merci, bonsoir, basta, on ne s'est pas réintéressé à la question des ovnis. Alors là, la révélation du New York Times montre que c'est faux. Et même si c'est un programme qui était secondaire, même si c'est un programme qui intéressait davantage la US Navy, puis même si c'est un programme qui a coûté 20 millions de dollars, qui semble finalement être de la menue monnaie au fond d'une poche, n'en reste pas moins que les autorités ont gardé un œil sur ces phénomènes aériens non identifiés. Bien sûr, les amateurs d'OVNI font rapidement le raccourci, là, un phénomène aérien non identifié, OVNI égale extraterrestre, alors que les autorités mentionnent bien, pour eux, un phénomène aérien non identifié, il n'est pas identifié. Et on voit d'ailleurs dans des communications qui vont apparaître plus tard, on voit que les autorités militaires, lorsque les gens impliqués dans ce programme-là échangeaient de l'information entre eux via des courriels, ils utilisaient de manière assez soutenue l'expression UAP pour phénomène aérien non identifié, mais ils utilisaient aussi l'expression UAV, qui veut dire véhicule aérien sans pilote. Donc, des drones. Donc, on voit qu'ils utilisent les deux mots, ils les utilisent de manière soutenue, et même parfois, l'un est synonyme de l'autre. Et pourtant, dans les faits, tu comprends qu'un phénomène aérien non identifié égale extraterrestre, puis un véhicule sans pilote, on n'est pas tout à fait dans le même game. Donc, la définition que la US Navy donne de ces phénomènes aériens non identifiés n'est pas forcément la même définition que les amateurs d'OVNI voudraient. Néanmoins, à partir du moment où cet article est publié dans la presse en 2017, là, il y a toute une série de réactions qui se font de la part des autorités et très rapidement, il y a une espèce de fuite et là, le New York Times met en ligne 3 vidéos. D'abord 2 et un troisième va venir s'ajouter à la liste. Ce sont 3 vidéos qui apparemment auraient été tournées par des pilotes de la US Navy lors d'opérations militaires et ces images montrent effectivement des objets qui apparaissent devant les appareils, devant les avions et là on entend même les pilotes qui parlent, qui semblent très étonnés. Au début, la US Navy, elle ne ment pas, mais reste assez silencieuse sur ça en disant on n'est pas au courant de rien, on ne sait pas d'où ça vient. Et finalement, les autorités pressées de questions, bien sûr, par à la fois les médias et par les citoyens, finalement, la US Navy reconnaît que ces vidéos sont authentiques. Effectivement que ces vidéos proviennent de leur banque de vidéos et elle va même ajouter que ces images ont été tournées lors d'opérations militaires qui se seraient tenues en 2 temps. Donc en 2004, apparemment,
des pilotes qui étaient sur le porte-avions USS Nimitz, qui se trouvait à ce moment-là, qui baignait dans les eaux de l'océan Pacifique au large de San Diego. Donc ces gens-là, durant une courte période de temps, on parle entre le 10 et le 15 novembre à peu près 2004, auraient été impliqués dans une série d'incidents de type OVNI, et les images, 2 des films qui ont fuité, qui ont été publiés par le New York Times, proviendraient de ces opérations militaires. Et il y a une autre vidéo qui s'ajoute à cela, et là encore, la US Navy reconnaît l'authenticité des images, et elle dit ces images ont été tournées lors d'opérations militaires, cette fois-là sur le USS Roosevelt, qui se trouvait, lui, qui baignait dans les eaux de l'océan Atlantique entre la fin de 2014 et le début de 2015, alors que le porte-avions se trouvait à peu près à la frontière, là, dans l'océan, mais à la frontière de la Floride et de la Georgie. Donc ça nous situe. Et là, donc, encore une fois, il y aurait eu des opérations militaires, et durant ces opérations, on aurait filmé ces images. Évidemment, ce qui est extraordinaire ici, puis je comprends l'enthousiasme des amateurs d'OVNI, et moi-même, je te cacherai pas, Yannick, j'étais très enthousiaste en voyant tout ça. Je dis, wow, il y a comme une espèce d'ouverture qui est assez surprenante. Et là, voilà que la US Navy dit, ces images-là, elles sont authentiques. Il n'y a pas de doute. Là. Ici, on n'est pas en présence d'un trucage, une falsification, des gars avec des bottes de caoutchouc à Saint-Tite qui ont décidé de faire une mauvaise plaisanterie. Là. Ce sont vraiment des films. Donc, on a, d'une part, les autorités, et particulièrement la US Navy, reconnaît qu'il y a bel et bien eu ce fameux programme d'identification des menaces aérospatiales entre 2007 et 2012, et qui reconnaît également que ces images ont bel et bien été tournées par des pilotes en mission, et qui présentent visiblement sur ces images des phénomènes aériens non identifiés. À partir de là, il y a des langues qui se délient, des gens qui vont se mettre à parler d'événements extraordinaires, et notamment un des pilotes qui est impliqué dans ces fameux incidents OVNI, va décider de parler de son expérience. Il s'agit du commandant David Fraser. Et j'ai entre les mains, parce que pendant que je te parle, évidemment, j'ai tous mes papiers dans moi, j'ai son rapport d'observation, écoute, qui est remis aux autorités, à ses supérieurs, ça fait quand même 14 pages. Donc, c'est pas rien, là. Fraser raconte une histoire. Et là, évidemment, ces événements-là ont été... On est en 2007, donc tu comprends que depuis, Fraser a accordé plein d'entrevues à la radio, on l'a vu on a même développé une série sur ces événements-là, qui a été présentée ici au Québec sous le titre de OVNI, le secret américain. En anglais, c'était Inside America's UFO Investigation. Donc, on présentait cette histoire du programme d'identification de menaces stratégiques. On y voyait notamment ce fameux Luis Elizondo, qui aurait été le directeur du programme, sur lequel il faut mettre quand même un peu un bémol. Mais quand je dis un bémol, on ne doute pas qu'il a été impliqué dans le projet. Mais quand on le présente comme le directeur du projet, ça, c'est un peu plus ténébreux. Mais néanmoins, il était membre du programme, le programme a bel et bien existé. Et là, voilà que ce David Fraser raconte son histoire. Il est l'un de ces pilotes qui aurait été impliqué dans un événement. J'ai lu sa déclaration, comme je t'ai dit, c'est 14 pages. C'est une histoire fantastique. Donc, Fraser raconte, il dit, c'est durant cette fameuse période, du 10 au 14 novembre 2004, il est, lui, sur le USS Nimitz. Il faut savoir que le Nimitz est entouré d'autres navires escorteurs, parce que c'est une grande opération militaire, une grande pratique militaire. Et l'un des bateaux qui accompagne le Nimitz est un cruiser qui porte le nom du USS Princeton. Et sur le Princeton, il y a des tours radars assez sophistiqués. Et voilà que durant cette période, alors qu'il est en opération militaire, Fraser reçoit une information du Princeton. On lui dit qu'on a détecté la présence d'un objet inconnu qui se trouve à peu près à 80 000 pieds d'altitude dans la région, et qu'il est en perte de vitesse, en perte d'altitude, pardon. Et on sait que cet OVNI, cette cible radar, va s'immobiliser aux alentours de 20 000 pieds. Même si dans le rapport, Fraser n'est pas tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, il y a des éléments où dans le rapport, on dit clairement qu'il y a des différences entre les témoins, mais néanmoins, grosso modo, l'objet se trouve à 80 000 pieds, il est en perte d'altitude, et on sait qu'il y a 20 000 pieds. Et là, on demande à Fraser, qui se trouve en l'air, avec un autre pilote dans un autre chasseur, on parle ici d'appareils des F-18, on leur demande d'aller vérifier ce que c'est. Et là, je te raconte un peu ce que Fraser raconte. Ben écoute, laissons le cheval parler pour lui-même.
Écoutons ce que Fraser va raconter de cette expérience en 1 minute, comment il le résume. Well, we had launched on a routine training mission. When we joined up, we were told that the event was going to be canceled and that we have real-world tasking, and we were sent out to the west. Now, take in mind that this has taken place about 100 miles southwest of San Diego, between San Diego and Ensenada, Mexico, on a clear, perfect day, blue waters. We get out to the spot where they tell us it's at. We start looking around, and both airplanes see a disturbance in the water and a white 40-foot long tic-tac shaped object just hovering above the water, going forward, back, left, right. There's no rotor wash, there's no wings, nothing. So as we drive around in a clockwise flow, we get to about the 9 o'clock position, and I said, well, I'm going to go down and check it out, and the other jet is going to stay high. So as we go down, when we get to the 12 o'clock position, it starts to mirror us. So it's in a clockwise flow, and it's on the opposite side of the circle from us. And we continue this. It's in a climb. We're in a descent. We're getting a great look at it. This whole thing takes about probably up to 5 minutes from the time we show up. I get over to the 8 o'clock position. It's at about the 2 o'clock position, and I decide I'm going to go and see what it is, and it's about 2,000 feet below me. And I cut across the circle, and as I get within about a half mile of it, it rapidly accelerates to the south in about 2 seconds and disappears. Bottom line, what do you think this was? I believe, as do the other folks that were on the flight, that when we visually saw it, that it was something not from this world. Bon, voilà. La finale est incroyable. Pour les gens qui sont moins familiers avec l'anglais, ce que raconte Fraser, voilà, il est dépêché avec un autre pilote, ils sont 2 appareils en l'air, et on leur dit, bon, voilà, il y a cette cible. Alors, Fraser raconte, il dit, on approche de cet objet, et là, ils vont tourner autour de l'objet va se mettre aussi à tourner autour d'eux, il va faire un peu les mêmes manœuvres que eux. Fraser dit, l'objet va descendre vers la mer, et là, il voit dans l'océan une espèce de tourbillon. Alors, il s'approche de l'objet, donc on s'imagine, il y a la surface de la mer qui, comme cet objet se trouve au-dessus. Fraser s'approche avec son appareil. Il dit l'appareil, il fait un peu comme une image miroir parce que eux essaient de tourner autour et l'objet tourne autour d'eux aussi. Et là, il dit cet objet ressemblait à une friandise, là, les fameuses menthes tic-tac. Donc, il dit c'était comme blanc. Il n'y avait pas de propulseur, il n'y avait pas d'aile, il n'y avait rien. Il n'y avait que cet objet tic-tac, là, comme il l'appelle. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a surnommé l'OVNI tic-tac. Il dit c'était blanc, il n'y avait aucun système de propulsion. Et là, l'objet se trouvait un peu en dessous de moi. Il dit je suis plongé pour essayer d'aller voir de plus près de quoi il s'agissait. L'objet est reparti en l'air et a disparu à grande vitesse. Mais là, le journaliste lui demande, mais qu'est-ce que vous pensez que c'était? Et là, il dit, je pense honnêtement, comme les autres personnes qui étaient là aussi, que cet objet ne vient pas d'ici. Donc, c'est un objet extraterrestre. Not of this world. Voilà. Que dire du témoignage de Fraser? Écoute, c'est inexplicable. Si ce type-là raconte textuellement, si on prend son récit au pied de la lettre de manière textuelle, il raconte une affaire qui est tout à fait fantastique et pour laquelle on n'a pas d'explication. Donc, on a beau essayer de regarder dans l'arsenal militaire, autant de ce que l'on connaît, par exemple, du côté de l'Union soviétique. On sait que l'Union soviétique a développé des missiles hypersoniques. On sait également que la Chine également travaille sur ces mécanismes-là. Mais ce que Fraser raconte est une histoire fantastique pour laquelle on n'a pas d'explication. Et là arrive ce fameux coulage, et c'est là qui est très important de mentionner, il n'y a pas d'image de ça. Il n'y a pas de photographies qui ont été prises de ça. On a le témoignage de Fraser et on a également le témoignage du radariste, un des types qui était sur le USS Princeton, qui travaillait dans l'équipe des radars, un type qui s'appelle Sean Cahill, qui raconte, lui, j'étais sur le Princeton, on a détecté ces fameux objets, on a envoyé les avions. Bon, donc, les langues commencent à se délier. Mais le récit de Fraser, qui est fantastique, on le précise bien, c'est une histoire qui est extraordinaire. J'ai 14 pages où Fraser raconte en détail l'expérience. C'est quand même incroyable. Mais ce ne sont pas les images que l'on voit. Donc, il faut faire attention pour ne pas mélanger le témoignage de Fraser avec les images vidéo de la US Navy. On les a pas, les images de ce que Fraser a vu. C'est pas ça qu'on voit. En fait, les 3 vidéos qui ont été d'abord reconnues par la US Navy,
qui sont maintenant en ligne sur le site officiel de la US Navy. Donc, on peut les télécharger. Si tu veux, après l'émission, je mettrai en ligne le site de la US Navy où les gens pourront les télécharger. Les 3 vidéos s'appellent le FLIR, le FLIR, le Go Fast et le Gimbal. Donc, ces 3 vidéos, comme je l'ai mentionné, tournées lors d'opérations militaires 2004 et fin 2014-2015. Mais ces images-là, elles ont été tournées lors de d'autres missions que celles de Fraser. Fraser n'a pas filmé ce qu'il a vu. L'autre pilote qui était avec lui ne l'a pas filmé. On n'a pas de relevé radar de ça. On n'a rien. On a le témoignage, un témoignage fantastique qui raconte une histoire incroyable. Mais c'est pas ça qu'on voit comme image. Les images que l'on voit, en fait, ce sont trois séries d'images, 3 petits films qui ont été tournés pour la plupart en infrarouge ou en noir et blanc. Et là, il faut faire attention parce que, et c'est pour ça que j'ai mis une vidéo sur le site de Radio X-Files, une image en infrarouge ne nous montre pas l'objet. En fait, on ne le voit jamais, le maudit objet. Quand les pilotes parlent, puis disent « Ah, je l'ai », mais ce que l'on voit, c'est la source de chaleur de l'objet. Une image en infrarouge nous montre la source de chaleur de l'objet, pas l'objet. Donc, on n'a pas d'image en image, disons, ordinaire, en image couleur, on ne l'a pas. On a des images tournées en infrarouge à partir des caméras qui sont installées sur les avions. Or, en infrarouge, comme je le mentionne, on ne voit que la... Et j'ai mis une vidéo sur le site de Radio X-Files où on voit un lancement de fusée. Si vous regardez la première partie de ce film-là, qui dure 2 minutes, la première minute, pratiquement, vous ne voyez pas la fusée. Vous voyez qu'une boule lumineuse qui s'en va dans le ciel. Pourquoi? Parce que c'est la source de chaleur. On commence à discerner la fusée lorsque le feu des tuyères devient moins intense et bien sûr que la fusée, à cause de ce qui se passe dans la chambre de combustion de la fusée, elle commence à se réchauffer et là, bien sûr, elle commence à apparaître sur l'image thermale. Mais juste pendant la première minute, on ne voit qu'une boule lumineuse dans le ciel. Or, une fusée qui décolle puis une boule lumineuse, c'est pas pareil. Et les images, finalement, ce que nous montrent les fameuses images, ben, c'est d'une banalité déconcertante. On voit 2 taches qui sont devant les avions, là, les pilotes, puis ces taches-là ne font pas d'accélération particulière, ne font pas de mouvement en zigzag, n'ont aucun mouvement aéronautique particulier. Hein, les pilotes sont là, ils les filment, on voit la source de chaleur de l'objet, on ne voit pas l'objet, on voit que la source de chaleur, et là, ça dure pendant quelques secondes, mais il n'y a aucune accélération. En fait, ces objets qui sont devant les caméras des avions se déplacent à peu près à une vitesse de entre 250 et 500 000 nautiques des nœuds, qui est à peu près l'équivalent en 1000 à l'heure. Donc, c'est à peu près des vitesses de entre 250 et 500 000 à l'heure. Ce sont des vitesses qui sont facilement accessibles à d'autres avions, même à des drones militaires. Il n'y a pas de mouvement particulier. Donc, le témoignage, faut pas mélanger, le témoignage de Fraser, il est fantastique. Mais les images sont d'une banalité déconcertante. Et quand on regarde ces images-là, il y a des gens, des critiques qui ont regardé ces images-là, puis ont dit, ben, ils ont eux-mêmes filmé ils ont filmé des chasseurs où sont allés piger dans les banques des forces militaires, que ce soit les forces militaires françaises ou britanniques, où on a filmé le derrière, donc les tuyères d'un autre avion qui avait été filmé par un avion poursuivant. Et ça ressemble étrangement à ce que l'on voit sur ces fameuses images. Donc, si j'aurais filmé, supposons que je suis dans un avion, un des F-18, et je filme devant moi un autre F-18 ou un F-16 ennemi, donc je ne connais pas son identité, mais je le filme en infrarouge, ben, je vais voir la chaleur de ces tuyères. Et quand on compare, ben, ça ressemble étrangement à ce que les pilotes ont filmé sur ces fameux films vidéo de la US Navy. On a l'impression que c'est l'arrière d'un autre avion qui s'éloigne rapidement du pilote. Et même à un moment donné, on voit un de ces fameux ovnis, c'est d'ailleurs le vidéo qui s'appelle Gimbal, on le voit pivoter sur lui-même. C'est pas pour rien que la US Navy lui ont donné le nom de gimbal, parce que le gimbal, c'est la caméra installée sous l'avion et elle a une espèce de tête rotative. Et cette caméra de gimbal, bien évidemment, lorsqu'elle a une cible, elle va pivoter pour suivre le mouvement de la cible. Or, lorsque le pilote poursuit cette cible inconnue,
il y a un verrouillage qui se fait sur la cible et la caméra va pivoter pour suivre le mouvement de la cible, ce qui donne l'impression que l'objet pivote devant l'avion. Mais c'est pas l'OVNI, entre guillemets, qui pivote, c'est la caméra qui le fait pivoter. Donc, il faut faire très attention. C'est une histoire qui est assez fantastique. Le récit de Fraser, il est incroyable. Le pilote, je veux dire, c'est un type compétent, c'est un vrai pilote, c'est pas un type qui s'invente des titres, c'est un commandant de la US Navy. Son récit, il est extraordinaire. On remet pas un bémol là-dessus, il y a pas de controverse. Là où il y a un doute qui s'installe, c'est lorsqu'on regarde des images qui, elles, ne montrent pas ce que Fraser raconte. Et non, ce sont aucun mouvement aérien particulier. Comme je l'ai mentionné, caméra infrarouge, si tu filmes une autre source de chaleur, ben, tu vois pas l'objet lui-même, donc on n'a pas d'idée à quoi ressemblent les objets qui sont poursuivis par ces pilotes. Donc, oui, le témoignage de Fravor, il est important. Oui, il est intéressant. Je suis le premier à admettre que si on prend littéralement ce récit-là, il n'y a pas d'explication qui nous vienne en tête, mais ne pas confondre le récit de Fravor aux images des 3 vidéos de la US Navy qui, eux, sont d'une banalité déconcertante, même un peu ridicule. Et les analystes qui ont fait l'analyse de ces images-là disent même les pilotes eux-mêmes, on les sent un peu badiner autour de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un des vidéos qui s'appelle Go Fast, on voit une espèce d'objet qui circule au-dessus de la mer. Il est tout petit, on a l'impression presque qu'il s'agit d'un drone. Encore une fois, il n'y a pas de mouvement aéronautique particulier, il n'y a pas d'accélération particulière. Ce n'est qu'un objet qui se dirige ou qui vole au-dessus de la mer. Et là, le pilote réussit à faire ce qu'on appelle un verrouillage. Donc, il cible le radar de son avion sur l'objet et il le suit. Ouh, je l'ai eu! Mais on ne le sent pas inquiet, là. Il n'est pas en présence de quelque chose, une force étrangère inconnue et mystérieuse. D'ailleurs, la US Navy n'a pas donné beaucoup d'informations sur, d'une part, les circonstances dans lesquelles ces vidéos ont été tournées, si ce n'est de nous dire ils ont été tournés lors d'opérations militaires en 2004 et fin 2014-2015, mais ils n'ont pas donné davantage d'informations et ils n'ont pas non plus mentionné si, après coup, les images avaient été identifiées. Ils ont simplement dit, bon voilà, on va se limiter à dire que ce sont, oui, des images qui ont été tournées par des pilotes de la US Navy. Oui, ce sont des récits qui ont été classés comme étant objets volants non identifiés, qui ne veut pas nécessairement dire extraterrestres. Et voilà, on n'en dit pas plus. Mais ce que moi j'ai constaté, c'est lorsque les gens parlent de ces fameux vidéos de la US Navy, il y a une espèce de confusion. On nous dit, la US Navy a prouvé que les vidéos étaient authentiques. Et là, on nous sort le récit de Fravor. Non, le récit de Fravor n'a rien à voir avec les vidéos. Là. Lui raconte une histoire fantastique et incroyable, mais les vidéos ne montrent pas ça. Donc, il faut essayer de faire une part des choses là, entre le récit de Fravor et les vidéos qui, eux, sont somme toute assez banales et ne montrent rien de très extraordinaire. Suite à ça, il y a eu quand même des conséquences, puis je ne sais pas de minimiser, non, c'est une histoire incroyable, et en particulier le témoignage de Fravor, on sait que c'est un type qui est compétent, c'est un bon pilote, il a ses galons, comme on dit. En fait, il y aurait tout à perdre d'inventer des choses. Là. Bien sûr, d'autant plus que tu as eu une carrière militaire, tu es un type respecté, et il raconte une histoire qui est fantastique. Il y a eu quand même des conséquences à ça, donc il ne faut pas non plus banaliser en disant il n'y a rien là, parce que il devait quand même y avoir quand même quelque chose d'intéressant. Je ne veux pas dire que ce sont des extraterrestres, mais il faut savoir que, et on en a parlé ensemble, il y a quelques semaines, Marco Rubio, qui est le sénateur, et qui est également un sénateur de Floride, et qui est également le président du comité des petites et moyennes entreprises, et qui va aussi à la gestion des finances des deniers publics américains. Il fait partie d'une sorte de... Il a déposé un projet de loi en disant, bon, on sait qu'entre fin 2007, 2008 et 2012, les Américains avaient ce fameux projet, la US Navy avait un projet où on enquêtait sur des menaces aériennes non identifiées qui ont été financées à main les budgets du ministère de la Défense, mais on ne peut pas dépenser de l'argent inopinément sans nous dire à quoi elle sert. Et là, Rubio a demandé
déposé un projet de loi en disant si l'armée veut continuer de financer des projets comme ceux-là, il va devoir à peu près tous les 6 mois avoir un compte rendu de ce qu'ils ont fait avec ces deniers-là. Et l'armée américaine, la US Navy, a dit parfait, on va se soumettre à ça. Et ils ont annoncé la création d'un UAP Task Force, un phénomène aérien non identifié, force d'intervention. Et là encore, bien sûr, les amateurs d'OVNI sautent là-dessus en disant les extraterrestres, tu vois, c'est vraiment très sérieux, les films, tout ça. Là, malheureusement, il y a un petit peu une douche écossaise. Il faut essayer de tempérer l'ardeur. Ça se peut, Yannick, qu'on soit visité par des visiteurs d'autres planètes, là. Mais quand on regarde les communiqués de l'armée, ça va pas toujours dans ce sens-là. Il faut vraiment regarder attentivement ce qui est dit. Dans le cas de cette force d'intervention, quand on regarde le communiqué officiel de l'armée, de la US Navy, qui date du 14 août 2020, le communiqué dit « Les autorités militaires sont préoccupées par l'apparition de phénomènes aériens non identifiés sur des zones de manœuvre. » Donc, contrairement au projet Blue Book où on va s'intéresser aux ovnis qui apparaissent peu importe où ils apparaissent et peu importe qui en sont les témoins, on s'intéressait aux ovnis. C'est pas ça que le communiqué nous dit. Le communiqué de la US Navy nous dit on est préoccupé essentiellement par les apparitions de phénomènes aériens non identifiés au-dessus des zones de manœuvre. Et ce ne sont que ces cas-là qui feront l'objet d'une enquête. Et là, comme pour rajouter à cela, il y a une déclaration de l'amiral Gary Roughead. Il reste 30 secondes. Qui, lui, a été le commandant de la flotte atlantique et du Pacifique entre 2007 et 2011, donc durant la tenue de ce fameux projet UAP, et qui dit, durant ces enquêtes, ça n'a jamais rien donné, et il dit, notre plus gros problème, c'est la Chine. Donc, ça vaut la peine de réfléchir à ça, mais oui, ça reste quand même, le récit de Fravor, il est tout à fait extraordinaire. Il raconte un événement exceptionnel. Un excellent week-end à toi-même ainsi qu'aux auditeurs, puis on se rejase vendredi prochain pour un autre épisode de Radio X-Files. Absolument. Merci. Bon week-end à tous. Bye bye. Bon week-end. Ciao. Radio X-Files. Radio X.